Bonjour, c'est Jenny, rédactrice web et consultante SEO, experte en vin. Je suis dans le vin depuis 1996 et je suis sur le terrain. Je tiens à le rappeler, c'est hyper important. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions. Enfin, pas à toutes, non, mais en tout cas à 5-6 questions principales. Toutes les réponses à votre question pour votre site internet sur le vin, que vous soyez vigneron, que vous ayez une propriété viticole, que vous vendez du vin en ligne, que vous soyez donc caviste, même pour les contenus des sommeliers, pour les sites sur le no-tourisme, pour des plateformes viticoles aussi, de matériel viticole. Enfin voilà, quoi, tout ce qui tourne autour de l'œnologie aussi. Voilà. Pourquoi je réponds à ces questions? Parce que pour que votre site soit visible en ligne, il faut qu'il soit propre d'un point de vue des bonnes pratiques SEO. Et vous devez donc comprendre un peu plus globalement le fonctionnement d'un site au travers des algorithmes, des moteurs de recherche, puisque, ok, les internautes posent des questions dans la barre du moteur de recherche, mais c'est Google ou d'autres moteurs de recherche qui décident quels sont les contenus qui sont assez quali pour se positionner. Et des contenus quali pour se positionner, ça ne veut pas dire que dedans, il y a les meilleures informations. Ça veut dire qu'il y a surtout, en premier lieu, des bonnes pratiques en référencement naturel. Voilà, allez, c'est parti pour la première question. Hop. De René. Alors, la première question. Est-ce que je dois me servir de l'IA pour écrire le contenu de mon site web? De la part de René. Il n'y a pas que René qui m'a parlé de ça, et aujourd'hui, tout le monde dit qu'on doit se servir de l'IA pour rédiger. Je suis désolée, je vais vous arrêter tout de suite. Les IA, que ce soit ChatGPT ou d'autres IA, elles ne sont pas du tout à jour au niveau du champ lexical du secteur du vin. Le secteur du vin est très en retard dans ce qu'il partage sur le web depuis des années, ce qui fait que comme les IA s'inspirent de ce qui est déjà existant sur le web, du coup, si vous ne comptez que sur l'IA pour avoir des contenus qui soient percutants, véridiques, qui soient d'actualité, qui soient intéressants pour les internautes et les consommateurs de vin, vous vous plantez royalement. Après, vous êtes vigneron, par exemple, ou vous avez une propriété viticole. Ce que je vous conseille, c'est en réalité de vous servir de l'IA pour retravailler vos idées de contenu, pour retravailler vos valeurs, pour retravailler les textes que vous allez proposer, pour retravailler ce que vous avez envie de dire. Donc là, ça peut être hyper intéressant. Voilà. J'espère que j'ai été claire dans cette première réponse. Faut faire attention aussi avec l'IA au contenu que l'IA aurait chopé à droite et à gauche, qui sont généralement quand même protégés. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci. Deuxième question. Alors, la question de comment je fais pour savoir ce que je dois créer comme contenu pour mon site viticole, la question est de Franck. Alors du coup, avant que j'oublie, parce que c'est une parenthèse que je vais vite oublier, alors que je sais qu'elle doit chapeauter chaque support de communication, et c'est pareil en ligne, en fait, sur mon site. Donc, la loi E20. La loi E20, vous devez faire attention que tout ce que vous créez comme contenu correspondent au cadre de la loi E20. Voilà. Ça, c'est une chose très importante. La deuxième chose, c'est être toujours dans une communication ouverte avec les internautes, avec les visiteurs de votre site.
et de vous comporter de la même manière que si vous les receviez au château, à la propriété, sur votre domaine viticole. Vous devez faire comme ça, tout simplement parce que c'est la même chose que avoir une boutique en physique, qu'avoir un accueil de vente à la propriété, quoi, en fait. Voilà, donc ça, c'est un point qui est très important. Vous devez du coup communiquer sur vos valeurs, sur ce que vous faites, votre savoir-faire, votre façon de travailler, la façon de consommer le vin, éduquer les clients. Il faut que vous travailliez autre chose que les mots-clés. Dans un premier temps, il faut toujours travailler les mots-clés, mais le problème, c'est que aujourd'hui, l'internaute est trop peu informé, trop peu éduqué pour saisir les bons mots-clés sur la barre du moteur de recherche quand il fait une recherche pour un vin. C'est-à-dire que soit on a droit à des amateurs de vin qui ont plus de 40 ans et eux vont aller même directement à la propriété, ont leur habitude ou vont aller directement chez un caviste, etc. Soit on a un public qui est plus jeune et dans ce cas qui va s'informer sur Internet, dans laquelle ils vont poser des questions pour essayer d'enrichir leurs connaissances, mais aussi pour savoir ce qu'il existe. Enfin, voilà, il y a pléthore de questions dans lesquelles les internautes passionnés de vin ou qui sont en devenir pourraient taper, pourraient saisir. Et c'est pour ça que se référer à des outils SEO, c'est très limitant lorsqu'on veut en fait avoir un site vivant et lorsqu'on veut être bien référencé dans le secteur du vin sur les moteurs de recherche, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à travailler l'intention de recherche. Donc, il en existe quatre, on va dire grossièrement 4. Il y en a qui les ramènent à 3, d'autres qui les ramènent à 5. Donc 4 intentions de recherche. J'ai fait une vidéo dessus déjà l'année dernière, il me semble. Donc je vous invite à revoir la vidéo pour approfondir cette histoire d'intention de recherche parce que pour moi aujourd'hui, surtout dans le secteur du vin, à plus forte raison dans le secteur du vin, il faut travailler ces intentions de recherche parce qu'il y a des intentions de recherche qui sont informationnelles, il y a des intentions de recherche qui sont navigationnelles, il y a des intentions de recherche qui sont commerciales. Elles n'ont pas la même forme de questions dans la barre des moteurs de recherche. Elles ne sont pas saisies de la même manière lorsque quelqu'un recherche une information ou qu'il cherche à acheter, en fait. Voilà. Donc, il me semble que c'est plus clair et je vous invite à vraiment travailler ça. La question 3. Alors, question 3. À qui je dois confier la refonte du site web de ma propriété viticole? Alice R. Donc, alors ça, c'est une sacrée question, une très bonne question, mais c'est pas dans la critique des autres que je vais répondre. J'aime pas faire ça, c'est compliqué de dire à qui. En tout cas, à quelqu'un qui connaît le SEO et le référencement naturel. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a des agences qui vous démarchent, vous, les propriétés viticoles, pour faire leur beurre, en fait, et qu'elles n'ont aucune bonne pratique en référencement naturel. Tout simplement pourquoi? Parce que en plus d'avoir un webmaster pour s'occuper de monter le site, il faut un contenu rédactionnel qui soit propre, mais surtout optimisé pour le référencement naturel. Et c'est là où de nombreuses agences font en fait encore aujourd'hui des économies parce que tout simplement, vous n'étant pas au courant de cela, vous vous retrouvez à faire l'impasse sur
cette option qui n'est pas du tout une option quand on fait un site web. En fait, faire un site web sans référencement naturel, sans SEO, sans bonne pratique SEO, ça ne sert à absolument rien. Donc, imaginons que Alice a un site pour sa propriété viticole et qu'elle ait envie de le refondre. Il faut savoir pourquoi déjà, est-ce qu'elle a envie de le refondre. Est-ce qu'on lui a proposé, est-ce que c'est une agence qui lui a dit ouais il faut le refondre, il faut savoir sur quel CMS est-ce qu'elle est, c'est-à-dire est-ce qu'elle est parce que est-ce que c'est elle-même qui a fait son site, donc par exemple elle pourrait être sous un site avec Shopify ou un site avec Wix par exemple, imaginons. Est-ce que combien est-ce qu'elle vend de vin en ligne, par exemple, est-ce qu'elle a une boutique en ligne ou pas, et puis aussi, imaginons que son site a été fait sous WordPress par elle ou par une autre agence. Il faut savoir est-ce que le site vaut vraiment le coup d'avoir une refonte. Parce que si on part avec des CMS comme par exemple des éditeurs de sites comme Wix, il y a toujours moyen de optimiser le site. Parce que souvent il y a eu de très mauvaises pratiques et cela demande juste un gros travail de optimisation. Donc voilà, pour cette partie-là. Sur Shopify, c'est souvent la même chose. Cela demande un gros travail d'optimisation. Donc il n'est pas forcé de refondre le site. Sous WordPress, si ce sont des signaux vitaux du site qui viennent dire qu'il n'a plus les reins solides, qu'il n'ira pas assez loin, qu'il n'ira pas trop loin, etc. Là, alors, il faut refondre le site. Et quand on refond le site, il y a des bonnes pratiques encore à avoir. C'est-à-dire que, par exemple, une fois que le site va être reconstruit, il faut que toutes les URL retombent sur l'ancien site. Enfin, c'est une façon de vous expliquer, mais qu'elle soit cohérente pour les algorithmes et les moteurs de recherche avec l'ancien site, en réalité. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention. Et j'ai presque envie de vous dire, ça fait plusieurs fois qu'on me pose cette question, pas forcément de cette façon-là, mais il y a tellement de questions dans cette partie de refondre un site. Informez-vous auprès de prestataires SEO freelance comme je suis, pour justement indépendant, pour justement vérifier si c'est vraiment nécessaire en fait de refondre votre site. Vous pouvez parfois être démarché par des agences qui vont vous dire ouais il faut le refondre, mais c'est sûr ils vont vous proposer une maquette super quali qui va vous donner envie, qui va vous projeter, qui va voilà. Mais derrière ça, quels vont être les problèmes que vous allez pouvoir sur lesquels vous allez tomber quoi en fait et qu'il faudra gérer encore et encore. Donc ouais il faut faire vraiment attention. Donc voilà, et puis vraiment se poser les bonnes questions aussi. Est-ce que finalement c'est intéressant que je déploie mon site sur une refonte parce que je veux optimiser justement ma boutique en ligne, parce que je veux développer plus de ventes en ligne, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ce sur quoi qu'il faut miser en fait? Donc ça c'est une réelle question. Et la vraie réponse, c'est tournez-vous vers un professionnel du SEO indépendant qui viendra sans même forcément faire une audit à 1000 euros. Hein. On peut déjà en un coup d'œil se rendre compte si c'est important ou pas de faire une refonte. Et aujourd'hui, dans de nombreux cas, c'est pas forcément intéressant de faire une refonte. Parce que comme je vous le disais, il y a beaucoup de petits sites viticoles, de petites propriétés viticoles qui sont faits en fait avec des éditeurs de sites qui
sont pas hyper comment je dirais, recommandés dans le monde du web, mais qui en fait font un très bon taf à partir du moment où ils sont bien optimisés et qui peuvent déjà vous apporter beaucoup plus de visibilité que ce qu'ils ont déjà. Et je ne parle pas d'un design. Je parle évidemment de la possibilité d'être mieux référencé. Et c'est pour moi ce qui aujourd'hui fait toute la différence. Parce qu'un design, finalement, moi, tous les vignerons avec qui je travaille, ils me disent toujours « Oh Jenny, je veux un design épuré. » Alors moi, ça me fait mourir de rire parce que tout le monde a sa façon d'être épuré à sa manière. Et sauf que pour qu'un contenu soit crawlé par les robots, soit indexé et soit meilleur que ceux des concurrents, il faut qu'il soit complet. Et donc pour être complet, au niveau du terme épuré, on est quand même un peu à l'opposé. Alors, il faut arriver à tout mettre de façon à ce que ce soit, oui, épuré, mais des fois épuré, c'est sortir des photos qui servent à rien et qui apportent de la lourdeur en plus, non seulement visuellement en termes d'UX, c'est-à-dire d'expérience utilisateur, mais aussi en termes de performance web. Donc du coup, il y a vraiment des choses à gérer et quand un vigneron vient me dire je veux un site épuré, ouais, il faut faire épurer, mais il faut aussi apporter du contenu puisque non seulement les moteurs de recherche sont là pour trouver du contenu, pour pouvoir mieux positionner le site, mais aussi les internautes, et ça rejoint ce qu'on disait au début, ils ont envie d'avoir un contenu différent, ils ont envie de trouver, de s'enrichir d'informations. Donc, voilà. Alors, question 4. Pourquoi tu dis qu'il faut faire des articles de blog, Marie-Hélène G. Je dis qu'il faut faire des articles de blog quand le site en fait est propre, quand il est bien optimisé pour le référencement naturel et que généralement, tiens, ça rejoint la question 3. Généralement, on m'a demandé un site épuré ou en tout cas, vous essayez tous de faire un site épuré. Ce qui fait que plus le site est épuré, moins il y a d'informations concrètes qui expliquent aux algorithmes, aux moteurs de recherche, à Google, à tous les autres moteurs de recherche, quelle est votre spécificité, quelle est votre différence, Et en fait, du coup, ça manque d'expertise dans votre site. Et sans articles de blog, vous vous retrouvez à être noyé dans la masse des autres. Par exemple, tout à l'heure, j'ai pris je ne sais pas si ça aura enregistré, mais imaginons qu'on prenne un mot-clé vin de Bordeaux. On sait très bien que ce mot-clé, il y a des millions, peut-être même des milliards de contenus qui sont faits sur les vins de Bordeaux et que ce sont les sites les plus puissants qui vont sortir en premier et les plus anciens souvent. Donc, qu'est-ce qui fait face à cette puissance que vous pouvez venir vous positionner sur sur ce genre de mots-clés? C'est venir montrer votre expertise. Donc, profitez de faire des articles de blog pour montrer aux algorithmes des moteurs de recherche qu'il n'y a pas qu'une page d'accueil qui vient présenter vos vins de Bordeaux, qu'il y a aussi des articles de blog qui parlent des vins de Bordeaux, qui parlent du vin et qui parlent de Bordeaux, et qui parlent de votre savoir-faire de vigneron à Bordeaux, qui parlent de vos valeurs,
de viticulteurs engagés ou pas à Bordeaux. En fait, voilà. Et qui plus est, lorsque vous avez d'autant plus un e-commerce, le blog vient vraiment apporter la différence le plus que pour montrer que vous êtes vraiment spécifique dans les vins de Bordeaux, en fait. Donc voilà, et c'est ce qui vous permettra d'être de plus en plus reconnu comme une valeur sûre, en fait, aux yeux des algorithmes. Alors évidemment, il faut faire des articles de blog. Je sais que c'est compliqué de faire des articles de blog, et ça rejoint du coup la première question où finalement il y en a, ils vont se dire ah ben tiens, je vais faire rédiger un article de blog par l'IA. Seulement, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. L'IA, elle ne sait rien sur le vin. Elle sait très très peu de choses. Donc vous allez perdre votre temps. Moi, je vous conseille vraiment de rédiger quelque chose qui transpire avec vos valeurs, avec le message que vous avez envie de faire passer, et ensuite vous demandez à l'IA peut-être de vous le repimper, quoi, en fait, ou de vérifier les fautes, voilà, des choses comme ça, quoi, en fait. Mais faire des articles de blog, c'est hyper important. Au début, je sais que c'est pas facile, que vous savez pas sur quoi rédiger, mais dans le secteur du vin, il y a tellement de choses à dire qui n'ont pas été dites que vous pouvez y aller, et sortez-vous des réseaux sociaux, enfin sortez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde s'engouffre sur ce qui se fait déjà sur les réseaux sociaux. Là récemment, j'ai vu des dégustations de vin sur les réseaux sociaux, que même moi, en tant que professionnel du vin, j'aimerais pas qu'on me parle du vin comme ça. Donc, enfin, j'aime pas qu'on me parle du vin comme ça. Donc, je pense vous avez vraiment des choses à miser sur, enfin, la plus-value à trouver à rédiger des articles de blog. Et en plus, du coup, ça rejoint une des questions précédentes aussi, c'est que, en fait, lorsque euh, vous êtes différent dans la publication de vos articles de blog, vous apportez des notions différentes, des idées différentes, du coup, vous informez réellement votre audience, vos internautes, et ils partent enrichis et ils reviendront. Parce qu'ils savent que chez vous, ils peuvent trouver cette différence-là qui fait qu'ils auront plus d'informations concrètes sur le vin. Voilà. Et concrètement, oui, faites des articles de blog, vous verrez. Au pire, vous en publiez un par mois. Personnellement, je conseille d'en publier 4 par mois, mais on n'a pas toujours le budget, on n'a pas toujours le temps. Donc oui, faites des articles de blog. Et ne croyez pas qu'ils ne sont pas lus, parce qu'ils sont lus. Et une fois que vous en avez pas mal, que vous aurez traité beaucoup de sujets, soit vous faites appel aussi à mes compétences pour avoir d'autres idées de sujets, soit ce qui est pas mal, c'est aussi de réactualiser vos articles de blog, parce que vous allez voir, il faut toujours avoir les bonnes pratiques SEO, donc toujours un H1, des H2, bien travailler ses mots-clés, etc., faire du lien, du maillage interne, etc. Mais il y a quand même quelque chose sur lequel il faut veiller, c'est avoir un contenu frais le plus possible. Donc réactualiser vos articles de blog. Voilà, même si vous en avez écrit que, je sais pas, 12 cette année ou 4, l'année prochaine, pensez à les réactualiser et vous redemander des indexations. Et du coup, ça apporte beaucoup plus de fraîcheur et beaucoup plus de vivance au site, et les algorithmes, eux, le voient. Voilà. Alors, question d'après. Alors, cette question, toujours de Marie-Hélène.
Pourquoi je n'arrive pas bien à référencer mes pages produits alors que mes articles de blog le sont? Ben, ça s'écoule de ce que je disais, mais enfin, je vais pousser un petit peu plus loin. En fait, comme les articles de blog sont bien optimisés et qu'ils ont généralement un certain nombre de mots, généralement bien plus de 500 mots, ils ont plutôt 800 000 mots, on se retrouve avec des articles de blog qui sont idéaux pour être bien indexés, en fait, et du coup, bien se positionner. Alors, à l'inverse, généralement, les fiches produits sont souvent délaissées chez les pages produits, oui. Les pages produits sont souvent délaissées sur les sites des propriétés viticoles parce que souvent, elles sont rédigées à partir des fiches techniques qui ont été transmises au webmaster et elles n'ont pas une optimisation. Elles ont un faible taux de mots et elles sont très peu travaillées pour répondre à une question que se posent les internautes. Par exemple, souvent une page produit, elle, elle, elle est travaillée sur ce qu'on a vu tout à l'heure, vin de Bordeaux rouge, par exemple, vin rouge de Bordeaux. Et donc, il y a tellement de concurrence que c'est compliqué d'être bien référencé sur ce mot-clé. C'est pour ça que ces pages produits doivent absolument être travaillées. Et vous devez aussi les ajouter dans le maillage interne des articles. Par exemple, un article de blog qui va parler de cette page produit, justement, vous devez l'intégrer dans un maillage interne, c'est-à-dire envoyer du lien vers cette page. Et souvent, on va renvoyer du lien plutôt vers la page d'accueil pour dire, ou vers la page contact, pour dire contactez-nous, on est joignable ici, etc. Alors qu'en fait, c'est sur cette page produit qu'il faudrait peut-être plus miser et plus la mettre en avant. Voilà. Voilà. Et c'est un réel problème dans le secteur du vin, toutes ces pages produits qui, en fait, sont souvent même très mal balisées au niveau des balises à chaîne. Donc, avec des URL qui sont même pas propres. Donc, voilà pourquoi les articles de blog sont mieux référencés que les pages produits. Alors, question 6. Est-ce que le nom de domaine permet d'être mieux placé? Marius A. Alors, dans le vin, le problème, c'est que généralement, enfin, quand ce sont des propriétés viticoles, il y a plusieurs noms. C'est-à-dire que soit on a le nom du château, de la propriété viticole, par exemple, château, je sais pas, château de Garbe, par exemple. Et château de Garbe a certainement une autre dénomination sociale qui est vignoble, j'en sais rien, j'imagine. Vignoble David, par exemple. En fait. Sauf que dans le vin, évidemment, les clients qui connaissent Château de Garbe vont taper soit Château de Garbe, soit Vignoble David. Maintenant, vous avez envie de créer une boutique en ligne et de l'appeler différemment. Par exemple, le Château de Garbe voudrait créer une boutique en ligne et l'appeler différemment. C'est vraiment dommage. Parce que du coup, ils vont perdre cette popularité qu'ils ont déjà sur le terrain et du coup, ils vont perdre cette présence-là. En revanche, ça peut être bien, mais en vrai, non. Ça peut être bien au niveau créatif parce que vous pouvez avoir, par exemple, je sais pas, ils voudraient appeler leur boutique en ligne du vin d'ici et d'ailleurs. Là,
on serait pas mal puisqu'il y a le mot vin. Mais ils voudraient l'appeler, j'en sais rien moi, étoile filante et vendre que des bouteilles de vin et que des cuvées de leur propriété viticole. Ça n'aurait aucun sens. Et même si ça pourrait marquer les esprits, parce que par exemple, ce nom de domaine n'a rien à voir, et du coup, on vient rechercher une certaine créativité, un certain impact, on captive avec ça l'internaute, ou en tout cas ceux qui viennent chercher du vin du château de Garde, on pourrait avoir et croire que cela est intéressant de s'appeler de cette façon-là. Sauf qu'en fait, on vient vraiment perdre du temps et plus on est raccord sur le nom de domaine, avec le nom de la propriété viticole, avec le nom des vins. Mais en fait, c'est du branding, quoi, en fait. Plus on marque les esprits, et puis Google, en fait, enfin, peu importe l'algorithme et le moteur de recherche, en fait, il a dans sa base de données comme quoi le château de Garbe, c'est le château de Garbe, il y a telle référence, il y a telle page, il y a tel article, il y a telle fiche produit, il y a telle page produit, en fait, etc. Donc, du coup, on se retrouve à être beaucoup plus cohérent, beaucoup plus pertinent et à faciliter le travail pour qu'on soit trouvable. Ça me fait penser aussi dans le no-tourisme, en fait. C'est peut-être ça la question que Marius a. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur le no-tourisme, que en réalité, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ateliers œnotouristiques qui sont créés et qui portent des noms, des fois qui ont un lien avec le vin et des fois pas. En tout cas, mon conseil, c'est avoir un lien avec le vin si, puisque votre activité œnotouristique et même un lien avec le mot œnotourisme ou œnotouristique, en fait, c'est une évidence pour être positionné plus rapidement et pour montrer, en tout cas aux algorithmes, que vous avez la possibilité chez vous de proposer des activités œnotouristiques. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire en répondant à ces 6 questions. C'est pas évident parce que c'est aussi sorti du contexte, mais c'est ce qui permet peut-être à chacun de venir trouver ses réponses. Voilà, moi mon but c'est que vous soyez de plus en plus visible et que surtout il y ait vous ayez envie de partager de façon plus spontanée ce que vous faites, votre activité, la façon que vous avez travaillé sur le web, sur vos sites, sur votre blog, pour en fait enrichir les amateurs de vin et même ceux qui ne le sont pas, pour les éduquer, parce que en fait plus vos sites seront performants, plus vous aurez de visibilité et plus les consommateurs pourront consommer du vin et comprendre que le vin, c'est aussi quand même un voyage, en fait, c'est un univers, c'est un patrimoine, c'est un territoire, c'est un terroir, c'est la vie, quoi, en fait. C'est une société qui est bâtie tout autour de ça. Et voilà, quoi, en fait, c'est ce que nous avons en France. Et voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Si jamais ça ne l'est pas, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions ultérieurement. Au revoir. Merci.